Voilà une scène de la vie rurale comme il en existe encore dans nos contrées. Il y a 40 ou 50 ans, c'était très courant. Mais aujourd'hui, le monde agricole change. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. La tendance actuelle ne s'inverse pas. Par contre, on constate un phénomène de concentration avec des fermes qui prennent une dimension qui n'est plus familiale. Des agriculteurs, des associations, des mouvements comme la Via Campesina, des syndicats agricoles militent pour défendre les exploitations familiales et paysannes à taille plus humaine. La Via Campesina est un mouvement international de paysans. Il rassemble des petits et des moyens producteurs, mais également des travailleurs agricoles et des sans-terre originaires d'une septantaine de pays. Son objectif, c'est précisément de défendre une agriculture plus humaine, plus durable. Un combat qui se mène sur le front local, national, mais aussi international. Il faut effectivement favoriser le maintien et le développement, si possible, d'exploitation paysanne, si on les appelle comme ça, mais en même temps de travailler sur le cadre des politiques agricoles en général. Et c'est ça qui est le plus dur. Parce que là, on a affaire à des accords internationaux, mais si on ne les change pas, on ne va pas pouvoir donner un cadre suffisant pour que ces exploitations familiales puissent non seulement survivre, mais faire vivre le monde rural, mais aussi nourrir la population. Parce que la question de la sécurité alimentaire, c'est pas seulement une question, c'est une question pour toutes les régions du monde. C'est ce que nous verrons en Wallonie, en Europe, mais aussi au Sénégal. Eric est un jeune agriculteur. Ce jour-là, il reçoit la visite d'Olivier de Scutter, un spécialiste des questions alimentaires. Il est rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Olivier de Scutter connaît bien les réalités des exploitations familiales et paysannes, surtout dans les pays du Sud. Le monde agricole est en crise, une crise profonde. Les agriculteurs, notamment avec la politique agricole commune, ont été amenés à développer leur exploitation, à la moderniser toujours plus et surtout à investir toujours plus pour répondre à une série de mises aux normes toujours plus lourdes. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans à faire le fermier. Je suis dans ma 11e année. J'ai repris la ferme de mon père, j'ai succédé à mon papa. Donc, j'ai d'abord repris la ferme. Donc, déjà un lourd investissement. J'en ai eu pour 550 000 € en commençant. Et puis, je lui avais repris 252 bêtes. Donc, j'ai évolué dans le temps. Dans le système actuel, tu es obligé d'évoluer. Si tu n'évolues pas, tu es mis sur le garage, pour finir, tu ne sais plus suivre, tu es hors de... Moi, je m'accroche dans mon métier, demain, je veux encore faire mon métier. Donc, je fais tout ce que je peux faire pour rester dans mon métier. Y a-t-il un fossé entre les situations vécues au nord par les agriculteurs, ceux qui tentent encore de conserver une exploitation à taille humaine, et les paysans du sud, par exemple ceux du Sénégal, ceux-là même qui composent 60 à 80% du tissu agricole? Pour Olivier de Scutter, une réponse s'impose. C'est bien entendu la similarité des situations. Les producteurs du Sud et du Nord ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Ils sont tous, par contre, en concurrence avec des grandes firmes de l'agroalimentaire qui sont les grands acteurs dans ces chaînes globales et dans le commerce international et qui ont une capacité à la fois de peser sur les prix, de vendre à des prix plus compétitifs pour le consommateur et qui ont aussi une capacité d'influencer les politiques publiques que les petits paysans n'ont pas. Au Sénégal, les exploitations familiales sont tout à fait capables de nourrir les Sénégalais. Pourtant, ce pays de l'Afrique de l'Ouest importe encore beaucoup de denrées, comme le riz, le blé ou encore les oignons. Au mois de juin, dans cette localité de Potou, près de Louga, les sacs d'oignons made in Sénégal arrivaient par dizaines et dizaines. En octobre, il était par contre compliqué de trouver sur le marché autre chose que des oignons en provenance de la Hollande. Pour le riz, le pays compte énormément sur le riz asiatique. Le Sénégal n'assure pas pour l'instant sa sécurité alimentaire. Entre 2001 et 2007, les importations n'ont pas cessé d'augmenter avec un taux de croissance moyen de 12% sur cette période. Cela a un coût énorme. En 2008, les importations de céréales représentaient quelques 300 milliards de francs CFA. Au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays du Sud, on a pendant des décennies sacrifié l'agriculture de base. Sous prétexte d'industrialiser, sous prétexte de favoriser le développement de
d'autres secteurs que le secteur agricole qui n'a pas été considéré comme ayant un avenir. Et effectivement, c'est un secteur qui a longtemps été négligé et n'a pas bénéficié d'investissements publics ou privés parce qu'il n'était pas considéré comme suffisamment compétitif par rapport aux plus compétitifs du monde, soit en raison des subsides à l'exportation qu'ils avaient pour envahir les marchés internationaux, soit en raison simplement de la mécanisation très forte de certaines agricultures très compétitives. Et donc, on a négligé d'investir dans les zones rurales. On n'a par conséquent pas incité les paysans à investir dans leurs terres et il en résulte aujourd'hui une pauvreté massive dans les campagnes. Ne pas miser sur la force des exploitations familiales serait une erreur. C'est ce que pense Olivier de Scutter. Car les exploitations familiales peuvent rendre des services considérables à la collectivité que les grandes exploitations n'offrent pas. Elles créent de l'emploi, c'est-à-dire qu'elles contribuent au développement rural et qu'elles ralentissent la migration vers les villes qui a été dramatique et très difficile à gérer pour beaucoup de pays en développement aujourd'hui. Nous avons 1,2 milliard de personnes qui habitent dans les bidonvilles des grandes cités des pays en développement. La petite agriculture familiale préserve mieux les sols. Elle fait une meilleure utilisation en général des ressources naturelles. Elles utilisent ça de manière plus responsable. Elles parviennent également à pratiquer une agriculture qui est moins dépendante des intrants externes, puisqu'elles produisent très souvent les engrais sous forme de compost, de fumier qu'elles utilisent. Et par conséquent, elles rendent des services sociaux, environnementaux à la collectivité qui ne sont pas pris en compte dans le prix de la nourriture qu'elles mettent sur les marchés. Au Sénégal, il n'y a pas un seul modèle d'exploitation familiale, mais bien plusieurs. Leur taille diffère en fonction du nombre d'hectares disponibles et en fonction de leur capacité d'assurer la sécurité alimentaire pour la famille, mais aussi leur capacité à dégager des surplus qui seront vendus. Comme en Wallonie et en Europe, il y a des agriculteurs qui abandonnent le travail de la terre. Cette femme nous montre le champ que cultivait par le passé son mari. Aujourd'hui, l'activité agricole est devenue une activité complémentaire à l'élevage. booba de mbay mi dañoo dem ba gisatuñ ci suñ bopp ndax da ngay bay ba nawet bi jeex doo ci am sax loo mën a jënd yére boo sol sax waxantuma naag nag doo dunde daan nga bay ba nawet bi jeex li ngay bay sax ñaari weer sax du la ci mën a dundal. La terre s'est épuisée car pendant longtemps dans cette région de Louga, on a cultivé de l'arachide de façon intensive. C'était l'époque de la monoculture de rente. Sans un apport d'engrais, on ne peut pas avoir de bons rendements. Mais l'engrais, ça coûte cher. Pour continuer à produire du niébé, de l'arachide ou encore du mil, cette femme utilise les déchets organiques qui proviennent de son petit élevage. Les jeunes partent vers les champs pour labourer. Les femmes se rendent quant à elles sur les champs d'arachide pour nettoyer le terrain. Toute la main-d'œuvre ici est familiale. Nous sommes dans la région de Tambacounda. En un coup d'œil, on a vite compris que nous sommes chez un important agriculteur. Il est le seul dans le village à disposer d'un gros bâtiment en dur. Ce paysan, aujourd'hui âgé, a très vite compris l'intérêt d'allier agriculture et élevage. En juillet, en pleine période de soudure, le grenier familial montrait encore de solides réserves, alors que généralement à cette période difficile, de nombreuses familles ont déjà épuisé ce qui avait été mis de côté. Quelques mois plus tard, en octobre, au moment où l'on récoltait le mil, l'arachide et le maïs, cet exploitant dans ses différents greniers disposait encore de quelques tonnes qu'il pourra vendre quand le besoin se fera sentir. En réalité, toutes ces exploitations familiales, au fil des années, ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. C'est une caractéristique d'une exploitation familiale. C'est la seule entreprise au monde qui s'adapte quotidiennement en fonction des situations qui se tiennent. C'est la seule. C'est ça que tu as vécu, c'est ce que tu as appelé sur les moyens. C'est des gens,
Chaque jour, ils cherchent des stratégies de s'adapter pour mieux améliorer. Elle s'adapte constamment, toujours pour assurer la sécurité alimentaire et surtout pour générer des revenus. Ce qui est important, c'est de considérer que l'exploitation est dans une trajectoire, elle vit avec des contraintes. Au fur et à mesure qu'elle lève les contraintes, elle change de stade, elle change de catégorie et se développe. Et ces exploitations sont en constante évolution et elles ne refusent pas du tout la modernité. Pour s'en sortir, elles multiplient également les stratégies. Cette dame est confrontée jusqu'à présent à des problèmes liés à l'eau. Puiser l'eau avec un seau pour arroser 1 hectare, c'est pas possible. Elle ne peut pas continuer à exploiter décemment la surface de terre qu'elle possède. Elle s'est donc lancée dans le petit commerce. Elle se rend en ville chez les grossistes. Elle achète des pommes de terre, du manioc, des courges qu'elle ramène à Potou. Toutes ces marchandises seront ensuite revendues à d'autres femmes qui elles-mêmes écouleront les marchandises sur les petits marchés. Une autre stratégie, c'est aussi le départ pour l'étranger d'un fils ou d'un mari. C'est le cas pour cette dame. Mais de nombreuses familles connaissent cette même situation. Toute cette production de riz, qui n'est pas encore complètement récoltée, elle est déjà vendue. Le prix a été fixé à l'avance. De plus, ici, on a aussi planté des oignons bio. contrat gasnuɗo te ina wonno probléme ɗo yeyde soble ɗo wonno probléme joni noon mi dañi contrat muɗum yeyde soblem avant ko mbeɗa awa goo gueɗe gonguel mbeɗa andi ko ronkunoɗumi feere yettade ndema bio mais mbeɗa andi ndema bio ɓuuri wawde wonde ndema duumika e leydi e kadi famɗude risque ji to banggue ɓesgam to banggue tooke. Dans la région de Podor, Abdoulaye Racine est un important exploitant, membre également d'une organisation paysanne. Dans la région, on suit beaucoup tout ce qu'il entreprend. Étonnamment, en juillet, en pleine période de soudure, son cheptel se portait à merveille sur une terre bien fournie en pâturage. Au Sénégal, les organisations paysannes appuient avec leurs moyens les exploitants. Les résultats sont positifs, des formations sont organisées, des microcrédits sont disponibles. Avec le prêt qui lui a été accordé, cet agriculteur a acheté du bétail, des semences, des plants d'arbres et du matériel agricole. bima amagul kuma jàppale booba tuuti laa doon am ci jiwu te it booba amu woon matériel bu ma mën a liggéey waaye bi ma demee ba am ndimbal nag am naa fas am saret am jiwu doy léegi damay bay lépp loo xëy yaakaar naa ne war naa ko mën a bay pour defar sama dund léegi maa ngi koy bay maa ngi ci boole yi tamit càmm ba fi mu ne nii day man na maa wax ne lépp loo xam ne li jafe-jafe la woon moom ci wàllu mbay lu ci baree bari deñ na xam naa jeexul waaye nag itam li ci ëpp solo daal moom fii ne mënal naa ko sama bopp am naa fas wu ma liggéeyee am naa mbaam am naa machine am naa jiwu waaw ndax yooyu yëpp daal léegi wax dëgg yàlla ci ndimbal li am naa ko mais tamit jàppale ne ba tax sama dund yi tamit fi mu toll nii dematuma fenn maa ngi am li ma dunde bu baax a baax ak sama njaboot. Au Sénégal, une association comme la FONCS, la Fédération des ONG du Sénégal, réclame clairement un engagement plus fort de la part de l'État. Ce qui fait défaut actuellement, c'est une politique agricole qui soit en appui avec les organisations paysannes et les exploitations familiales. Il faut une volonté politique qui pourrait permettre d'accompagner véritablement ces exploitations dans des investissements qui correspondent à ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent être un potentiel qu'il faut appuyer pour qu'ils puissent se développer.
Au Sénégal, il y a souvent un exemple qui est cité quand on parle du rôle de l'État. Le pays est un grand consommateur d'oignons. Cela voisine les 150 000 tonnes. Mais pendant longtemps, les producteurs locaux ont subi la concurrence de l'oignon en provenance de la Hollande. Suite aux pressions des organisations paysannes, l'État a finalement décidé de geler les importations jusqu'au milieu de l'année. Nous avons profité de ces règles de l'OMC pour geler les importations à un moment donné, mais ça a boosté la production. Au niveau de l'oignon, qu'est-ce que les gens parlent aujourd'hui? C'est sur la qualité, mais pas sur la production. On connaît que le Sénégal peut être autosuffisant en oignon. On l'a vécu. Les chiffres, c'est très simple. De 150 000, on a dépassé les 100 000. Pourquoi? Est-ce que ça a été réglé sur le plan itinéraire technique? Non. C'est sur le plan de la volonté politique, sur le chemin organisationnel, sur la concertation entre les acteurs. Bref, on le voit, la priorité du monde agricole, c'est le financement, l'encadrement, une régulation de l'offre et de la demande et l'amélioration de la commercialisation. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces exploitations ne sont pas pour l'instant suffisamment soutenues, qu'elles ont besoin d'un renfort du politique et que, à condition que ce soutien soit donné et que l'on investisse en elles, elles sont capables de développer un potentiel qui pour l'instant reste sous-développé. Et donc c'est quelques 70% des exploitations familiales qui sont tout juste viables aujourd'hui pourraient, avec relativement peu d'efforts, augmenter très rapidement leur productivité avec des politiques qui sont dirigées vers ces exploitations. En Wallonie, les agriculteurs souhaitent eux aussi une autre politique agricole. La chute vertigineuse du prix du lait a plongé bon nombre de producteurs dans une colère sans précédent. Ces images ont fait le tour du monde. Plus de 3 millions de litres de lait déversés ainsi. C'était du jamais vu. Et les agriculteurs, que ce soit au Canada, au Sénégal ou au Congo, ont bien compris le message. L'agriculture paysanne va mal. En point de mire, les politiques trop libérales qui ont misé sur un productivisme jugé excessif. Le modèle est en crise. Oui, je crois que ça ne sert à rien de produire du lait que l'on n'a pas besoin. Ça ne sert à rien de produire du lait et de donner avec des subventions à l'export en Afrique et de casser les marchés pour les petits producteurs africains. Alors je crois qu'il faut comprendre, c'est le prix qui compte. Ça, je le vois très bien chez moi à la ferme. Je produis et je n'ai pas de prix. Je ne reçois pas un prix, je ne sais pas couvrir les frais. Alors je perds chaque jour de l'argent. Alors je crois que c'est le plus simple à expliquer aux gens et expliquer. On ne veut pas un prix que le consommateur n'arrivera plus à. On ne veut pas devenir riche, mais on veut quand même vivre, survivre et de vivre une vie comme tout le monde le fait. Ce qu'on met en avant au niveau des politiques agricoles, c'est une maîtrise de la production. Donc c'est de faire une adéquation entre l'offre et la demande et ne pas laisser le tout au marché. Aujourd'hui, les politiques européennes ont été dans ce sens-là. Il y a un certain virement de situation avec le nouveau commissaire roumain Dacian Ciolos. Par contre, dans les faits, on attend encore des actes concrets qui permettront de se diriger vers une réelle maîtrise de la production. C'est ce qu'on réclame depuis le début, c'est une régulation des marchés. Mais la politique reste un peu autiste à ça. Mais s'il n'y a pas une régulation, il faut qu'on produise moins, il n'y a rien à faire. Durant toutes ces années, une tendance s'est confortée. Les exploitations sont devenues de plus en plus grandes et parallèlement, la localisation de la production se concentre dans des régions. Un exemple, dans l'Europe des 27, 73% de la production animale se retrouve concentrée dans seulement 7 pays. Que ce soit ici, en Europe ou à l'échelle internationale, ce phénomène de concentration pose vraiment question, notamment à cause des changements climatiques. Je crois que concentrer la production alimentaire dans certaines régions du monde, c'est au fond augmenter le risque que les marchés internationaux soient de plus en plus volatiles et de moins en moins fiables. Plus la production est concentrée dans certaines régions où se trouvent les producteurs les plus compétitifs, et plus on court le risque qu'un phénomène météorologique, qu'une mauvaise récolte dans cette région amène les marchés à paniquer et les prix à exploser. Et donc je pense qu'il est vraiment important de diversifier les lieux où la nourriture est produite et pour chaque pays de développer une certaine capacité d'autosuffisance alimentaire. Autre travers dénoncé, c'est celui de l'endettement. Poussés par la politique agricole commune, les agriculteurs se sont endettés vertigineusement.
On constate la même évolution que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse aussi, qui est pourtant pas partie de la PAC. C'est le fait qu'on a de plus en plus de jeunes, c'est que le niveau de surendettement est plus élevé, c'est que on a de plus en plus de difficultés justement à négocier des plans avec les banques. Donc ça, on le constate partout. En Allemagne, on voit un tout petit peu la même chose. On voit que les fermes agrandissent, mais d'une taille énorme. Et si je vois dans l'ancienne Allemagne de l'Est, une ferme avec 1000 vaches, ce n'est pas une rareté, c'est quand même assez courant, ça. Et on voit ceux-là, ils sont peut-être possibles de produire à des prix pareils, à des prix assez bas. Mais c'est toujours le même problème. Il faut avoir fait les investissements. Si les investissements sont payés, à ce moment-là, on sait récupérer certains revenus de la ferme. Ce petit producteur de la région d'Eupen possède 40 hectares, 58 vaches, mais également un élevage de poules. Pour s'en sortir, il s'est tourné vers la vente directe. Ça veut dire de faire un mélange, de livrer le lait conventionnel comme on a toujours fait, mais de développer aussi la vente directe pour des différents produits. Ça veut dire pour l'instant, on vend du lait cru directement dans un distributeur de lait, mais on transforme aussi une certaine quantité de lait dans du beurre et des fromages. Ça, c'est l'appareil qui est le plus important pour moi parce que ça, c'est vraiment la vente directe au consommateur. Il n'y a plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Le fromage, le beurre, le lait et les œufs sont ainsi vendus. Bonjour madame. Si on ne transformait pas notre lait, on ne s'en sortirait pas du tout. Donc ça nous permet de payer toutes les petites factures de tous les jours au quotidien. Et quand on a commencé, donc mes beaux-parents faisaient déjà la vente directe, donc il y avait déjà une clientèle. On a continué à entretenir cette clientèle-là. Et grâce au marché, il y a des gens qui nous voient au marché, qui viennent ici à la ferme. Ça entretient la clientèle. C'est bien juste, oui. Merci, bonne journée, monsieur. Au revoir. Dans cette ferme, près de 2000 litres de lait sont ainsi transformés chaque semaine. Et à la différence du beurre industriel, ici, sa couleur et son goût varient au fil des saisons. Produire pour l'industrie, depuis 2 ans, on perd de l'argent. Donc, si on veut s'accrocher à son métier, il faut trouver une alternative. Donc Fairbel, c'est une alternative. La vente directe, c'est une alternative. Il faut développer ça. La marque Fairbel, c'est notre marque. Mais évidemment, elle n'a pas que des amis parce qu'il y a certaines personnes, certains intermédiaires qui gagnent moins avec la nôtre qu'avec d'autres. Mais là, on n'a pas dit que tout le monde ne devait pas vivre. Les distributeurs, les magasins, ils doivent vivre aussi. Un magasin, ça coûte à être construit, etc. Mais ils peuvent vivre, mais sans faire de bénéfices sur notre dos, quoi. On constate de fait un décalage entre les prix payés aux producteurs et ceux payés par les consommateurs. Aujourd'hui, les gros bénéfices, 60, 70, voire 80%, sont pris aujourd'hui au niveau de dernier maillon de la chaîne. Et donc, l'idée qui a été lancée pendant la grève du lait, c'est de se réapproprier son outil et de se réapproprier surtout la commercialisation. Et donc, l'exemple des Fairbel est un bel exemple puisqu'il nous montre aujourd'hui que des producteurs peuvent se mettre ensemble autour de la table pour décider d'un prix minimum en dessous duquel ils ne sont pas d'accord de descendre. Et donc, ce prix aujourd'hui, il est 10 centimes plus cher vendu à la grande distribution par rapport à toutes les autres marques qui existaient sur le marché. Donc c'est là, en tout cas pour nous, la grande différence par rapport à toutes les autres marques de lait qui travaillent sur le dumping, donc toujours les prix les plus bas et donc toujours en plus bas aussi dans la poche des producteurs. Près de 450 producteurs se retrouvent aujourd'hui dans cette coopérative. Cet éleveur a été à 2 doigts de tout abandonner. Aujourd'hui, il s'épanouit dans son travail.
Quand j'ai commencé en tout cas à être agriculteur, je voulais faire une viande de qualité. Ça c'était mon objectif. Mais je me suis un peu cassé les dents. Certains bouchers voulaient bien de la viande, mais à ce temps-là, il fallait des hormones. La qualité, on s'en fichait. Le goût, on s'en fichait. Mais moi, mon objectif, il était toujours là. Je faisais un travail contre ma volonté, mais il fallait bien que je gagne ma vie. Et donc, je suis allé dans l'intensif pour essayer de gagner ma vie. Puis je me disais, mais je travaille pour quelque chose qui n'a pas d'avenir. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné en plus vers le bio. Avec 160 têtes de bétail, il s'en sort. Il vend quand les bêtes sont bien grasses. Maintenant, je sais que quand je fais mon travail, il y a quelque chose derrière. Il y a deux satisfactions. Il y a le portefeuille qui se sent un petit peu mieux et puis il y a surtout moi qui suis mieux dans ma peau, quoi. Je fais un travail, j'ai bien l'impression de faire un vrai travail. Avec la crise alimentaire qu'on a connue en 2007, on a montré du doigt les enjeux de nourrir le monde et d'avoir un rééquilibrage au niveau de ces matières premières agricoles disponibles. Parce que certains disent, oui, mais nous, on produit suffisamment. On produit suffisamment, et donc c'est une question de rééquilibrage, de répartition de la production. Ces personnes-là ont en partie vrai. Je dirais qu'ils avaient totalement vrai, et ils étaient totalement dans le vrai jusque ces dernières années. Depuis la crise alimentaire, avec les discussions que nous avons au niveau changement climatique, au niveau augmentation de la démographie, au niveau de l'accaparement des terres dans les pays du Sud, qui est quand même un réel problème, je dirais qu'on doit réfléchir autrement. Quelles que soient les stratégies des agriculteurs, on constate aujourd'hui la même volonté, avoir de nouveau la maîtrise de sa production. Encore faut-il que les politiques agricoles aillent dans ce sens. Aujourd'hui, on peut dire que les paysans du Sud, du Sénégal et les paysans wallons sont les victimes de modèles de production qui s'opposent. La confrontation, on le voit au niveau international, elle est beaucoup plus entre des modèles ou des systèmes à la fois de production et aussi de commerce, quoi. Et là, il y a vraiment une confrontation au niveau international. On le voit actuellement entre les multinationales de l'alimentaire qui veulent pas justement que des voix paysannes puissent prendre une place importante dans cette gouvernance mondiale, quoi.